Ça fait une semaine que je teste l'iPhone 17 Pro Max en orange et je vois du orange absolument partout, sur mes chaussures, sur mon scooter, dans des toilettes, sur ma montre, les avions dans le ciel, même plutôt et en orange, le orange est partout et cet iPhone, il n'y est pas pour rien. Si vous avez vu ma prise en main de cet iPhone 17 Pro Max à Cupertino, vous savez sans doute que j'étais très enthousiaste sur ce produit qui, de mon point de vue, rattrape toutes les erreurs qu'Apple a fait ces dernières années. Maintenant que je l'ai testé, je vais pouvoir vous dire si les promesses sont tenues ou si Apple a peut-être parlé un petit peu trop vite. Vous allez voir qu'il y a des deux. Voilà mon avis sur l'iPhone 17 Pro Max après une semaine de test. Cette année, ce qui m'intéresse le plus avec les iPhone 17 Pro, c'est les efforts d'Apple à l'intérieur du produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur une génération hyper sexy en termes de nouveautés, mais on est sur une génération qui a l'air de corriger tout ce qui n'allait pas avant. Et ce qui n'allait pas avant, c'était par exemple la batterie, la surchauffe, les problèmes de recharge. La chauffe, c'est quelque chose dont je parle très souvent sur Numérama depuis 2-3 ans. Moi, ça m'a pourri mon année dernière avec l'iPhone 16 Pro Max. Dès que je l'utilise un petit peu trop, il surchauffe sur le côté droit. Ça se met à brûler au niveau de là où on tient, le téléphone devient inutilisable, l'écran baisse en luminosité et donc l'expérience, elle est complètement compromise. Est-ce que la surchauffe des iPhones est réglée? Vous allez voir qu'il y a du oui et du non. À l'intérieur, la puce, avant, elle était sur le côté, en haut à droite du téléphone, ce qui fait que dès que l'iPhone surchauffait, ça allait sur les bords de l'appareil, là où vous le teniez, et donc ça brûlait. Maintenant, la puce, elle est au milieu, elle est répartie de manière horizontale. Le but, c'est d'éviter la dissipation sur les côtés et d'avoir une dissipation qui reste au milieu du téléphone, avec désormais une chambre à vapeur qui a pour mission de refroidir le téléphone en utilisant un circuit de liquide fermé qui va passer au format vapeur, redevenir liquide, etc. pour arriver à refroidir l'appareil plus rapidement. Est-ce que ça marche? Eh bien, le premier jour de mon utilisation de l'iPhone 17 Pro Max, il a beaucoup chauffé. Pour ma première journée de test, je suis parti à Disneyland avec les nouveaux iPhones pour tester les appareils photo, pour filmer, pour voir ce que ça donnait. Et l'iPhone 17 Pro Max, quasiment toute la journée, il était un petit peu chaud. Pourquoi? Parce que je prenais beaucoup de photos, parce que ça surutilisait sa puce et que malgré le refroidissement liquide, eh bien, un téléphone continue de chauffer. L'autre truc qui m'a étonné, c'est que quand vous branchez l'iPhone au chargeur, ça j'en parlerai dans un instant, eh bien il chauffe très fort, quasiment autant que les iPhone 16 Pro Max, et donc malgré l'utilisation de l'aluminium, Apple n'a pas éliminé ce problème physique de la chauffe. Apple avait prévenu que c'était surtout en forte utilisation que le refroidissement liquide allait avoir de l'intérêt, mais en recharge, on a toujours le problème, ce qui va mathématiquement réduire la puissance de recharge. Malgré tout, et c'est là qu'il y a une avancée majeure, c'est que j'ai réalisé des benchmarks avec la puce A19 Pro, qui pour l'instant j'ai pas grand chose à vous dire dessus, elle est beaucoup plus puissante que la précédente, mais la réalité c'est qu'on s'en fout parce qu'il n'y a pas d'usage qui nécessite cette puissance. Maintenant, pour revenir à ce que je disais sur la chauffe, quand je fais des benchmarks, quand je joue à des jeux vidéo, je le fais sur l'iPhone 16 Pro Max, il surchauffe. Je le fais sur l'iPhone 17 Pro Max, il est tiède. Regardez, on a même fait des comparaisons avec notre propre caméra thermique et là on voit bien la chauffe de l'iPhone 16 Pro Max qui est un petit peu trop sur le côté alors que sur le 17 Pro Max c'est un petit peu plus centré et moins marqué. C'est-à-dire qu'on sent qu'il surchauffe au dos mais assez rapidement il refroidit, puis il rechauffe, puis il refroidit. Donc la chambre à vapeur, selon mes propres observations, elle va servir à des usages où c'est la puce qui est à l'origine de la chauffe. Mais dès que la montée en température va venir du soleil, va venir d'une salle où il fait un petit peu trop chaud, va venir du fait qu'il est dans votre sac enfermé et qu'il essaye de chercher du réseau, ou va venir d'un chargeur, eh bien les problèmes de chauffe sont toujours là. Je ne sais même pas s'ils peuvent être réglés, c'est peut-être juste technique, mathématique, physique. La chauffe arrive sur des produits électroniques. Ma conclusion là-dessus, c'est que je suis un petit peu déçu. J'espérais que ce soit le premier iPhone qui ne chauffe pas du tout et il chauffe encore un peu, mais que à l'utilisation, cet été notamment quand je prendrai plein de photos, je suis un petit peu plus rassuré sur la capacité de l'iPhone à s'auto-refroidir. Pour régler ce problème, Apple a mis en avant plusieurs avancées. La première, elle s'apparente à une régression, c'est la disparition du titane au profit d'un aluminium. Lors de ma première prise en main, j'avais l'impression que c'était la même qualité. Je dois reconnaître, après une semaine avec, que j'ai l'impression d'avoir un petit peu descendu en gamme, là où le titane me donnait l'impression d'avoir un téléphone très rigide, très solide, très haut de gamme. Là j'ai un peu l'impression d'avoir un iPhone normal, c'est-à-dire un iPhone non pro, mais malgré tout le fait d'avoir le dos qui est maintenant un petit peu en aluminium avec seulement une encoche de verre, ça rend le produit très agréable à tenir, très léger aussi. Apple a fait des progrès.
L'autre avantage de l'aluminium, et allez savoir pourquoi, même si l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone 17 Pro sont plus lourds que leurs prédécesseurs, on dirait l'inverse, je sais pas si c'est une question de répartition du poids, mais l'aluminium a un effet assez agréable en main. D'ailleurs, un des défauts de l'aluminium, c'est que par rapport au titane, le logo poubelle que l'Union Européenne nous impose sur les bordures de nos téléphones, eh bien il est beaucoup plus visible. Moi, j'aimerais bien acheter un téléphone qui n'a pas un logo poubelle. L'écran maintenant, déjà côté surchauffe, une bonne nouvelle, c'est que quand on jouait beaucoup en extérieur, y compris avec du soleil, j'ai remarqué qu'il ne perdait pas en luminosité. C'était le gros problème des années précédentes. Bien sûr, le test, je l'ai pas fait en plein été sous 35 degrés, donc à voir si ça sera vrai dans les prochains mois. Mais il y a l'air d'avoir du mieux, et surtout la grosse nouveauté de l'écran, c'est un revêtement anti-reflet qui, si vous voulez mon avis, est assez formidable. Assez formidable pourquoi? Parce que on a deux approches aujourd'hui. On avait les écrans classiques qui font beaucoup de reflets, c'est du vert, c'est normal, et on a l'approche Samsung qui, avec ses téléphones ultra, a un revêtement anti-reflet si fort qu'on ne peut même pas se regarder dedans pour se recoiffer, ça marche pas. Apple, avec son approche, est un peu entre les deux. Apple nous parle de 33% moins de reflets que sur l'iPhone 16, ce qui permet techniquement de se recoiffer, mais quand même de pas le faire avec une parfaite transparence, avec un parfait effet miroir. C'est un petit peu plus limité. Par contre, dehors, notamment là quand j'étais à Disney pendant mon test, vous dire que j'ai jamais été embêté avec le téléphone, alors que mon Pixel, qui est mon téléphone secondaire, lui, il y avait pas mal de reflets. Mon avis là-dessus, c'est qu'Apple a peut-être trouvé le bon équilibre entre un téléphone qui a des reflets et un téléphone qui arrive à les cacher. J'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire. L'autonomie maintenant, un des gros points de ces iPhone 17 Pro. Moi j'ai testé le 17 Pro Max, mon collègue Julien a testé le 17 Pro et on est tous les deux d'accord sur une chose, il a l'air un petit peu plus coriace qu'avant, mais pas forcément beaucoup plus coriace. J'ai deux cas d'usage différents dans mes tests. Il y a eu les journées normales, c'est-à-dire les journées où je suis chez moi, où je sors, où je prends mon scooter avec le GPS, où je prends quelques photos, où j'envoie des messages. Et là, l'autonomie était très satisfaisante. J'ai fini à 50% vers 18h, 30% en fin de journée en forçant un petit peu sur TikTok le soir. Et puis il y a l'usage extérieur où je l'utilise beaucoup, la journée à Disney. Alors la journée à Disney, j'ai peut-être un petit peu trop forcé, j'ai pris 700 photos, une trentaine de vidéos, c'est beaucoup. Et là j'ai consommé 140% de la batterie en une journée, c'est-à-dire que j'ai dû le recharger 2 fois à petite dose pour pouvoir tenir. Ce qui laisse penser que ce n'est pas un téléphone qui l'été, si vous allez faire un safari ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir une autonomie qui tient 3 jours en prenant plein de photos. Si vous l'utilisez beaucoup, Apple n'a toujours pas de formule miracle, mais c'est un usage qui est très rare. Cela dit, un truc un petit peu amusant, c'est cette batterie qui est une option pour l'iPhone Air qui est très cool parce qu'elle se met au dos, elle recharge l'iPhone de manière intelligente, mais elle n'est pas adaptée aux autres iPhones. Je comprends pas trop pourquoi Apple n'a pas lancé une MagSafe batterie un peu plus universelle ou au moins un modèle adapté aux iPhone Pro parce que c'est aussi cool d'avoir ce genre d'option. Démo en direct, voilà, la batterie MagSafe. Bon, je vous rassure, je suis pas en train de vous dire que les iPhone 17 Pro n'ont pas une bonne batterie. Globalement, ça fait partie des meilleurs du marché. Juste, il n'y a pas un écart phénoménal comme ce que les chiffres pouvaient indiquer pendant la keynote. Et il y a forcément quelques frustrations en tant qu'utilisateur d'un modèle européen, parce que vous le savez peut-être, les modèles européens ont toujours un port pour la carte SIM, et ce port pour la carte SIM nous retire environ 10% de batterie. C'est-à-dire que les modèles achetés aux États-Unis, au Canada, au Japon, eux, ils ont encore plus de batterie, et peut-être que cet écart de batterie aurait permis d'aller au-delà et de tenir sur ma journée à Disney. Il y a aussi une autre petite frustration, parce que je teste aussi l'iPhone Air, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, mais ça sera pour une seconde vidéo test, c'est que le modem développé par Apple, le C1X, à mon avis, a l'air de beaucoup moins consommer de batterie. L'exemple que je vais vous donner, c'est que quand j'étais dans des attractions souterraines, il n'y avait pas forcément de réseau, et l'iPhone 17 Pro Max, il chauffait et il perdait du réseau, alors que l'iPhone Air n'avait aucun problème, il était parfaitement stable, ce qui me laisse penser que l'iPhone 17 Pro Max avec un modem Apple, ça aurait été encore mieux et peut-être qu'on avait 10 à 15% de batterie en plus. Et d'ailleurs, en parlant de l'eSIM, je faisais partie des gens qui étaient très déçus de pas avoir un modèle eSIM en France et qui comprenaient pas pourquoi on l'avait pas alors que nos opérateurs étaient prêts. J'ai vécu une expérience chez Orange avec la configuration de ces appareils que je ne recommande à personne, où j'ai dû changer 4 fois de carte SIM. Les cartes SIM, quand je les mettais, au bout de 10 minutes, elles perdaient le réseau et il fallait attendre 1 heure pour que ça réapparaisse, puis ça redisparaissait, puis ça revenait. Ça finit par se régler tout seul, mais mon avis, c'est que si les opérateurs français proposent ce type d'expérience aujourd'hui, Apple a bien raison de garder la nano SIM physique encore 1 an ou 2, le temps de s'assurer que tout le monde ait les bons protocoles.
La recharge maintenant, une des autres grandes avancées de l'iPhone 17 Pro, puisqu'Apple annonce une recharge rapide 40 watts, ce qui est un record pour un iPhone. Là aussi, c'est assez intéressant parce qu'Apple parle de 50% rechargé en 20 minutes. J'ai fait des tests et si c'est très encourageant au début, avec des pics à 40,2 watts selon mes mesures, eh bien rapidement, le téléphone surchauffe et donc la conséquence, c'est qu'on a une baisse de la puissance de recharge autour des 10-15 watts et c'est difficile de tenir ces 50% en 20 minutes. J'ai plutôt 50% en 26 minutes selon mes mesures. Globalement, le temps de recharge est quasiment similaire à celui de l'année dernière. On a à peu près 5 à 10 minutes d'avance par section de 5%. C'est pas une recharge incroyable. Maintenant, pour quelqu'un qui doit recharger juste 10 minutes, juste 15 minutes, on va gagner une dizaine de pourcents supplémentaires. Donc c'est toujours ça le prix. J'espère que de futures versions d'iOS vont régler les problèmes de chauffe quand ça recharge pour permettre d'aller plus vite sans avoir à diminuer la recharge. Et à comparaison, les pics sur l'iPhone 16 Pro Max étaient plutôt autour des 29-30 watts selon mes mesures. Donc là, les pics à 40 watts, on a quand même un gain de 25%. Ce qui est dommage, c'est que l'iPhone a du mal à les garder sur le long terme. Et enfin, dernière info, j'ai oublié sur la recharge. Vous savez, Apple a lancé aux États-Unis un chargeur officiel pour l'iPhone qui adapte la recharge en fast charging et qui est censé justement éviter ce genre de petits problèmes. Mais il n'est pas dispo en France. Mais Apple m'a dit en brief qu'il arrivera en France. C'est juste le temps de lancer un modèle avec les prises européennes. Et enfin, le meilleur pour la fin, la photo. Regardez le module caméra des iPhone 17 Pro. Désormais, il est horizontal. D'ailleurs, je dis module caméra, mais Apple appelle plateau. Beaucoup plus Apple. Esthétiquement déjà, c'est horizontal et c'est surtout en aluminium, donc ça va moins salir qu'avant et ça, merci Apple parce que j'en avais marre de galérer à nettoyer entre les capteurs. Au niveau de l'intérieur, peu d'évolution sur le grand angle et l'ultra grand angle, on reste sur deux capteurs de 48 mégapixels de taille équivalente. Apple dit juste que l'ultra grand angle a été retravaillé pour améliorer les photos macro, mais sinon ne vous attendez pas à de grosses différences entre le 16 et le 17, dans le sens où les algorithmes sont quasiment les mêmes. La grosse nouveauté par contre, c'est le zoom. Jusqu'à maintenant, Apple proposait un zoom x5 sur un capteur de 12 mégapixels. C'était pas mal pour faire un x5, mais dès que vous alliez un petit peu plus loin, c'était un petit peu dégueulasse. Et même le x5 en lui-même, de nuit, il était pas très bon. C'était très bien pour zoomer sur les panneaux ou pour zoomer sur quelque chose un petit peu loin de jour. Avec le 17 Pro Max, Apple s'inspire de ce que font par exemple des Samsung ou des Google avec un capteur de 48 mégapixels rattaché à un zoom optique x4. On passe de x5 à x4. Là aussi, ça ressemble à une régression, mais ça ne l'est pas du tout. Apple m'a expliqué que le x4, c'est un format qui est apprécié par les photographes qui font des portraits. C'est un équivalent 100 mm, alors que le x5 est beaucoup moins utilisé. Donc au moins, ça donne un nouvel usage à ce capteur. Vous pouvez faire à la fois des portraits et du zoom. Évidemment, s'ils se permettent cette régression vers le x4, c'est parce que l'intérêt d'avoir un capteur de 48 mégapixels en x4, c'est que si vous zoomez à l'intérieur jusqu'en x8, vous pouvez avoir des images sans perte de qualité avec un zoom x8. Et on peut même zoomer à du zoom x40 en numérique qui, à ma grande surprise, est loin d'être mauvais. Je m'attendais à ce que ce soit très brouillon, mais non, le x40 d'Apple n'a pas grand chose à envier au x40 de Samsung ou de Google, en partant du fait que Google est un gros tricheur et qu'ils utilisent l'IA générative pour améliorer l'image par-dessus, ce qu'Apple ne fait pas. Apple, c'est une vraie photo. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des centaines de photos avec l'iPhone 17 Pro Max et mon avis, c'est globalement qu'Apple s'en sort très bien. Il y a toujours des petites faiblesses, notamment le mode portrait d'Apple. Moi, je ne suis pas hyper fan du rendu. Je trouve qu'il manque de détails sur les visages et que souvent le flou est raté. Par contre, en termes de photos de nuit, c'est excellent. C'est meilleur que les pixels même, alors que les pixels ont souvent été très bons. C'est meilleur que Samsung qui a du mal sur les photos de nuit ces dernières années. Et au niveau du zoom, Apple fait quelque chose de très bon qui a le mérite de ne pas être une triche avec des algorithmes logiciels qui viendraient tout modifier. L'iPhone 17 Pro Max est excellent aussi bien en ultra grand angle qu'en grand angle et en zoom. C'est une vraie avancée pour Apple qui maintenant propose un photophone extrêmement polyvalent et très équilibré. Ce qui est dommage, c'est peut-être le manque d'innovation au niveau du logiciel. La seule que vous allez avoir sur l'appareil photo arrière, c'est double capture qui permet de filmer avec l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant, mais il y a quelques limites. Alors là par exemple vous voyez, je suis en train de me filmer et en même temps je vous montre ce que je fais. Et ça c'est grâce à dual capture. Le seul problème c'est que l'appareil photo frontal il est toujours au même endroit. C'est-à-dire que je peux le déplacer en bas, en haut à droite si je veux, en bas à droite si je veux, mais j'ai pas la possibilité de l'agrandir ou de me mettre en grand. Voilà. Et puis cette année, un des gros chouchous d'Apple, c'est les selfies. On passe sur un capteur de 18 mégapixels devant, qui a la particularité d'être carré. Intéressant ça, parce que quand on pense aux lunettes Meta Ray-Ban qui peuvent filmer qu'en vertical alors que c'est un gros défaut, un capteur carré ça règle pas mal de problèmes. Vertical et horizontal, je serais pas étonné que les futures lunettes d'Apple elles utilisent ce capteur. Et ce fameux capteur carré du coup va vous permettre de prendre des photos
en horizontal en tenant le téléphone en vertical et d'avoir surtout une vue ultra grand angle pour avoir plein de personnes quand vous prenez des photos. C'était quelque chose que Google avait fait il y a quelques années sur les Pixels. Ben là maintenant on l'a sur les iPhones. Ça marche très bien, la qualité des selfies est meilleure qu'avant. Toujours une petite ouverture, ce qui fait que les selfies de nuit oubliés, ça sera de très mauvaise qualité. Vaut mieux retourner le téléphone et le faire avec l'appareil photo arrière. Mais on a une belle avancée qui malheureusement ou heureusement n'est pas exclusive aux iPhone Pro, c'est-à-dire que l'iPhone Air et l'iPhone 17 normal ont le même capteur selfie. L'iPhone 17 Pro Max est-il le meilleur smartphone de tous les temps comme Apple le prétend? La réponse est que je suis un petit peu déçu tout en étant satisfait. Alors vous allez me dire, lui il se mouille pas, il prend pas de risque, mais en fait ça reflète vraiment mon impression parce que je pensais en voyant les annonces d'Apple, en voyant les démos techniques que j'ai pu avoir sur place, que l'iPhone 17 Pro Max allait être un banger absolu qui allait régler tous les problèmes d'avant, et finalement j'ai un téléphone bien meilleur, il est meilleur en photo, il chauffe moins, il charge plus rapidement, il a une meilleure batterie, mais en même temps, il chauffe toujours un petit peu, il pourrait toujours mieux faire en batterie, et la recharge, elle est toujours un petit peu compliquée. Malgré tout, et c'est le truc qui me plaît avec ce téléphone, c'est que j'ai l'impression qu'Apple a enfin sorti un téléphone pro qui s'appelle Pro. Jusqu'à maintenant, Pro c'était un mot un peu fourre-tout chez Apple. C'était à la fois le plus cher, le plus luxueux, le plus puissant. Aujourd'hui, l'iPhone 17 Pro, c'est le téléphone qui correspond le mieux à un usage pro avec les meilleurs systèmes de refroidissement, avec les meilleurs appareils photo, avec le plus de puissance. On sent qu'Apple soigne enfin cette catégorie et ça moi je peux que m'en réjouir. J'espère vraiment que Apple va enfin redevenir une marque tech qui innove techniquement et non pas juste une marque qui fait du design. D'ailleurs ce design, moi je trouve ça très sympa. Cette année l'iPhone 17 Pro a surtout un concurrent, l'iPhone 17, ça on va en reparler dans une autre vidéo, mais il faut reconnaître qu'à moins de 1000 € avec un écran 120 Hz et avec des avancées en photo notamment, une bonne autonomie etc, c'est peut-être lui qui va faire le plus d'ombre à l'iPhone 17 Pro. Je sais pas trop à qui se destine l'iPhone 17 Pro si ce n'est les personnes qui veulent le meilleur système photo. Et puis il y aura aussi l'épineuse question de l'iPhone Air qui est l'autre produit que je teste depuis une semaine, mais je vais plutôt vous faire un bilan au bout de 2 semaines pour celui-là, donc rendez-vous dans quelques jours. Pour rappel, l'iPhone 17 Pro, c'est 1329, l'iPhone 17 Pro Max, c'est 1479 €. C'est des téléphones qui coûtent cher, mais qui sont plutôt conformes aux téléphones super chers des autres. Pour une fois, je trouve que c'est encore plus justifié, dans le sens où Apple, jusqu'à maintenant, avait toujours des caractéristiques un petit peu en dessous des autres qui coûtaient ce prix-là. La question qui se pose, c'est qui devrait upgrader vers l'iPhone 17 Pro? Je pense évidemment que les gens qui ont le 16 Pro, qui ont le 15 Pro, ne sont pas forcément les cibles privilégiées, à moins de se plaindre de la chauffe continuellement et de vouloir un téléphone qui chauffe un petit peu moins. Mais en tout cas, pour tous les autres, pour ceux qui ont un autre iPhone Pro, qui viennent de l'univers Android et qui veulent un iPhone performant, c'est le meilleur cette année, c'est un super produit, on vous le recommande en espérant que le prochain 18 Pro Max verra qu'on a aimé le côté technique et fera encore mieux.